Voilà, donc j'ai voulu, enfin j'ai proposé de parler des polissages de miroirs plans parce que c'est un sujet qui est pas trop discuté. Souvent, quand on fait de l'optique, on polit, des miroirs pour faire un télescope, mais on fait son miroir primaire, mais le secondaire, c'est un peu plus rare. Voilà, donc je voulais aborder ce sujet-là, pour, faire passer le message que finalement c'est faisable aussi. Voilà, alors, bon, le but c'était pas de faire simplement un miroir, mais c'est de faire, mon but, de départ, c'est de faire un télescope complet. Donc, un projet avec, 2 tubes optiques pour faire un télescope binoculaire de 600 millimètres. Et puis bon, c'est quand même un projet, assez onéreux globalement, donc, j'ai essayé de voir, ce qui allait me coûter cher là-dedans, et en particulier les miroirs. Donc, si on est sur des petits miroirs pour un petit télescope, bon, les miroirs secondaires ne coûtent pas énormément finalement, mais quand on arrive à des diamètres importants, ça finit par chiffrer. Donc là, c'était, de l'ordre de 1 200 € par miroir, et puis j'en avais besoin de 2 miroirs plans là pour faire les secondaires. Donc, bon, je me suis commencé à me demander si ça valait pas le coup quand même de les tailler moi-même. Bon, j'avais jamais fait de miroir plan non plus, donc bah, c'était l'occasion d'essayer, et puis, de me préparer à faire les miroirs de 600 là, parce que ça m'inquiétait un peu de dire: «Est-ce que je serais capable de faire tout ça?» Donc je commence par les petits miroirs plans, et puis, si j'arrive pas, bah, j'arrête, puis, j'aurais limité les frais. Alors, il y a assez peu de documentation sur le polissage de miroirs plans. La meilleure référence que j'ai trouvée, c'est le site de Serge Bertorello. Alors, pour la petite histoire, c'est lui qui m'avait initié à la taille de miroir à l'époque où j'étais à Marseille, puisqu'il est à l'association marseillaise d'astronomie, et puis sur son site, il y a vraiment, un article très détaillé sur le polissage de miroirs plans. Donc ça, je pense que c'est une très bonne référence pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Et puis j'ai aussi eu des conseils, de Jean Dijon via AstroSearch, quelques conseils, quelques encouragements, et donc, avec tout ça, je me suis dit: «Allez, je me lance». Alors d'abord, il y a la forme du miroir qui est un peu inhabituelle souvent dans un Newton. Quand on fait un renvoi classique de l'image sur le côté, là, on fait un renvoi à 90°. On a besoin d'une ellipse dont le rapport, grand axe sur petit axe, c'est de racine de 2, donc 1,4 à peu près. Donc sur le schéma de droite, bah, c'est la grande ellipse qui est dessinée. Et donc ça peut poser des problèmes parce que déjà il faut découper le verre à cette forme-là, et puis après, je sais pas trop comment se passe le polissage avec un polissoir rond et puis un miroir elliptique. C'est peut-être pas si simple que ça. Donc ça, j'ai voulu éviter ce problème-là aussi, pour simplifier un peu les choses, et comme j'avais prévu de toute façon de faire un renvoi à 135° plutôt que 90, en fait, j'avais besoin d'une ellipse, mais qui était, très proche de la sphère, enfin très proche du cercle. Donc c'est le disque rouge qu'on voit par rapport à un cercle qui est le disque noir à l'intérieur. Donc, finalement, pour le télescope que j'avais à faire, avec un renvoi vers le bas, j'avais pas besoin de découper une ellipse. Alors certains le font, Serge en parle et il dit qu'il polit avec un disque rond et qu'il fait la découpe à la fin. Mais, le risque, c'est de relâcher des contraintes dans le verre s'il n'est pas bien recuit, et et d'avoir un verre qui se déforme au moment de la découpe. Voilà, donc moi j'ai évité cette difficulté-là, et je garde des miroirs, circulaires dans le télescope final. Et c'est bien adapté pour un renvoi, à 135° pour rabaisser la hauteur de l'objet. Alors, pour ce qui est du choix du verre, donc j'ai pris du borosilicate que j'ai commandé à Statis Scafalis. Alors j'avais besoin d'une ellipse qui faisait 195 de petit axe. J'ai pris un petit peu au-dessus parce que je me suis dit qu'il y avait risque d'avoir un bord rabattu. Donc j'ai une obstruction un petit peu plus importante que le minimum que j'aurais pu avoir, et c'est pas bien grave. Et puis il faut faire attention à l'épaisseur du verre parce que si on regarde la déformation qu'on peut avoir, avec Plop par exemple, Plop, de base, il va, autoriser, une refocalisation du miroir. C'est-à-dire, si on regarde la déformation d'un miroir parabolique, elle, sous sa sous sa main sous la gravité, le miroir a tendance à se déformer, mais à rester un petit peu parabolique. Il change de rayon de courbure, mais, avec, une refocalisation, on rattrape l'essentiel de la déformation.
Et donc ça veut dire que sur un miroir parabolique, on peut se contenter d'un verre assez fait, alors que sur un miroir plan, il doit rester plan. On ne peut pas, retoucher la mise au point pour rattraper un changement de rayon de courbure du miroir. Donc là, on est obligé de prendre un miroir assez épais finalement. Donc là, j'ai pris 25 millimètres pour, 200 millimètres de diamètre. Et on ne peut pas descendre en dessous, sauf à faire un support, à minimum 6 points ou 9 points, pour le secondaire. Quand on regarde ça, il faut décocher le refocus de plan. Alors pour ce qui est de la taille proprement dite, bon, on commence par le doucissage. Même si le miroir paraît plat au début, en fait, il est régulier. Donc là, vous voyez à droite, là, un des 3 disques, après, quelques séances de doucissage, on voit qu'il n'est pas dépoli partout parce qu'il était finalement assez loin du plan. Donc pour dépolir, on alterne miroir A sur miroir B, puis le B sur le C, puis le C sur le A. Et puis on fait un cycle comme ça pour que chaque miroir passe autant de temps dessus que dessous. Alors on commence, moi j'ai commencé au carbo de 200 mains, donc finalement ça va très vite, on a très peu d'abrasif à passer et on passe directement au polissage. Le doucissage, je l'ai fait, à la main classiquement en tournant autour du poste. Et puis après pour le polissage, je me suis fait, une petite machine, en fait simplement un plateau motorisé, hein, il y a uniquement le disque du dessous qui tourne. Et après, je polis à la main par-dessus. Ça aide bien pour la régularité du travail, je trouve. Et là, dans cette phase-là, on va alterner aussi miroir dessus, miroir dessous pour garder la forme plane qu'on a créée au doucissage. Et puis, on va surveiller l'évolution du gris pour voir si le gris part d'abord au centre ou d'abord sur le bord. S'il part d'abord au centre, ça veut dire que le miroir est en train de se creuser, de devenir légèrement concave. Donc à ce moment-là, il faut le changer de position et il faut le passer. Alors s'il est concave, il faut le mettre dessous. S'il a tendance à devenir convexe, c'est-à-dire là, on va voir que le gris disparaît plus vite sur le bord, à ce moment-là, on va passer miroir dessus. Et en faisant comme ça, en surveillant, euh, on peut arriver à garder la planéité. Alors après, dès que le miroir devient assez, enfin, le verre devient assez bien poli pour le passer à l'interféromètre, là, on peut contrôler la concavité ou la convexité plus facilement que simplement avec l'évolution. Alors en fait, en faisant ce système-là, il se trouve que j'ai dû mettre le miroir un peu plus souvent dessous que dessus. Alors peut-être à cause de la différence de masse entre le disque du miroir et le polissoir, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai maintenu à peu près 60% miroir dessous et 40% miroir dessus. Et je suis arrivé à quelque chose d'à peu près plan. Alors il y avait quand même quelques franges d'écart par rapport au plan. Une fois qu'on a poli, c'est comme pour un miroir parabolique, hein, il faut faire des retouches, des mesures. Alors le principe de la mesure, là, c'est l'interféromètre de Fizeau. Donc on va prendre 2 miroirs plans, c'est pour ça qu'il faut en faire 3 à la base, pour pouvoir les tester. Si on a un miroir de référence, donc simplement utiliser la référence, placer le miroir qu'on est en train de réaliser par-dessus, et à l'interféromètre, on va voir directement les défauts du miroir qu'on pollue. Si on n'a pas de référence, à ce moment-là, on va faire un système avec trois miroirs. On va les tester par paire, le A sur le B sur le C sur le A. Et puis, à partir de toutes ces mesures, on va déduire la forme de chaque miroir. Alors là, sur ce schéma, ce qu'on voit, c'est le rayon incident qui arrive du haut. Il y a une partie qui se réfléchit à l'intérieur du disque supérieur sur la face optique qui est placée, enfin, les deux faces optiques sont placées l'une en face de l'autre avec un très faible écart entre les deux. Donc il y a un premier faisceau qui se réfléchit à l'intérieur du premier disque de verre et le deuxième faisceau se réfléchit sur la face optique sans rentrer dans le verre. Et c'est ces deux faisceaux-là qu'on va faire interférer ensuite. Alors sur la diapo suivante, on va voir le système en pratique. Donc ça, c'est la colonne, l'interféromètre dans la colonne à droite. Là. Donc il y a les deux miroirs qui sont placés face optique de l'un vers l'autre, tout en bas. Au-dessus, il y a une lentille qui sert à condenser la lumière. Donc il y a une longue focale qui est de diamètre un peu plus supérieur au miroir. Celle-ci, elle fait 250 mm de diamètre et 1 mètre de focale. Et donc au foyer de cette lentille, on place la source lumineuse. On fait une source monochromatique. Moi, j'ai utilisé une veilleuse au néon
ça coûte 5 € dans un magasin de bricolage. Et puis un appareil photo qui permet de visualiser les franges d'interférence. Alors ces franges, il faut pouvoir les retransmettre sur un PC pour pouvoir manipuler les disques de verre tout en voyant les franges. Ça permet de régler l'écart des franges. Des exemples d'interférogrammes. Donc là, on a le A sur le B sur le C sur le A. Alors là, c'est au début du travail, on est encore loin d'avoir des plans. Normalement, quand les disques sont plans, on n'a que des franges parallèles, franges droites et parallèles. Ici, on en est encore loin. Mais ce qu'on va faire, c'est à partir de l'analyse des franges, mesurer la concavité ou la convexité de chaque disque. Alors, il y a quelques petites subtilités pour faire le test. Donc, il faut que les disques soient quasiment au contact. Alors, certains le font complètement au contact. Moi, ça ne me plaît pas trop parce que j'ai toujours peur de régler un verre sur l'un sur l'autre. Donc, c'est plutôt en mettant 3 petites cales de papier journal disposées à 120 degrés. Alors, là, c'est assez subtil. Quand on pose le verre du dessus sur les cales, on n'a pas toujours les franges qui apparaissent directement comme ça. Parfois, elles sont extrêmement resserrées, on arrive à peine à les voir. Donc, il faut appuyer un petit peu à la verticale d'une cale, ça écrase le papier. Et le papier journal, il a cette particularité qui ne fait pas ressort. C'est-à-dire, si on l'écrase, ben, il reste écrasé. Donc, comme ça, en appuyant légèrement, un peu plus, un peu moins sur une cale ou sur une autre, on peut régler finement l'écart et surtout l'angle qu'on met entre les deux faces optiques pour avoir le nombre de franges qu'on veut. Et comme ça, on peut arriver à avoir des images assez exploitables dans VFT Free. Voilà. Et puis, il faut penser aussi à la déformation du miroir sous l'effet de la gravité. Donc, il faut poser le disque de dessous aussi sur 3 points à 120 degrés et placer les cales de papier au-dessus des cales du disque en dessous pour transférer directement la masse du miroir supérieur directement au support en dessous. Donc, comme ça, les deux miroirs se déforment exactement de la même manière et ça évite qu'il y ait un miroir déformé par la gravité et l'autre pas, par exemple. Voilà, donc ça permet de ne pas introduire d'erreurs supplémentaires. Alors, l'équilibre thermique, ça, c'est quelque chose d'important. Euh, alors, bon, là, je ne peux pas vous montrer parce que c'est une version PDF. J'avais mis une animation qui permet de voir. J'avais fait une expérimentation où je prenais les deux miroirs à pleine main, je les garde dans mes mains pendant 2 minutes, et après, je regarde les franges se déformer en faisant une photo par minute. Et là, on voit clairement que les franges bougent pendant une dizaine de minutes, très visiblement. Il y a plusieurs franges d'écart, simplement en posant les mains sur le disque, on crée plus d'un lambda de déformation. Donc, il faut bien attendre 20 minutes, une demi-heure avant de commencer à faire les tests. Alors ensuite, il faut analyser ces franges. Donc, il y a deux méthodes possibles. Alors, Serge Bertorello, lui, décrit la méthode la plus simple, c'est-à-dire simplement mesurer globalement la concavité ou la convexité. Mais on peut mesurer la totalité du front d'onde. Maintenant, c'est très simple, et avec DFT Fringe qui va analyser l'interférogramme, on peut extraire le front d'onde complet des différents neurones. Alors en fait, quand on met le disque A sur le disque B, on obtient un front d'onde qui est enregistré dans l'image, dans l'interférogramme, qui est en fait la somme de l'erreur du disque A et du disque B. Pareil, si on met le B sur le C, ben on a une combinaison des erreurs du disque B et du disque C. Donc, en fait, c'est simplement une inversion de système, le système de 3 équations à 3 inconnues. Donc, on a A plus B, B plus C, A plus C. On inverse tout ça pour retrouver indépendamment A, B et C, c'est-à-dire le front d'onde lié à A, le front d'onde lié à B ou à C. Alors, on peut utiliser ces formules-là soit en raisonnant uniquement sur le rayon de courbure, la convexité ou concavité, soit on peut raisonner pour avoir l'intégralité du front d'onde. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec des Fringe. Donc voilà, donc en pratique, ce que je faisais, j'ai chargé les interférogrammes de AB, BC et CA, créer un fichier WFT pour avoir le front d'onde complet. Ensuite, je me suis fait une petite moulinette en Python qui reprend les 3 fichiers, qui résout le système que j'ai montré plus haut, et ça ressort un fichier WFT pour chaque front d'onde séparément de chaque miroir. Et on recharge ça des DFT Fringe pour afficher le front d'onde global. Alors après, une fois qu'on a des mesures, on a la carte des défauts de chacun des miroirs. Il faut arriver à les retoucher. Donc au début,
j'étais loin des plans, donc je pouvais retoucher les 3 simultanément et refaire une série de tests. Sur la fin, j'étais plutôt à une retouche sur un miroir avant de recommencer le test. Alors, la base des retouches, c'est de gérer concavité ou convexité. Donc si le miroir qu'on a est concave, on le met miroir dessous et on polit avec l'outil dessus. S'il est convexe, on le met dessus. Et c'est comme la même chose qui se passe que quand on ébauche un miroir parabolique. On le met dessus pour creuser le centre, on le met dessous pour écraser le bord. Voilà, donc ça c'est cette retouche de base, elle est à 90%, elle suffit pour aller vers le miroir plan. Alors pour des petits miroirs plans, donc ça c'est ce que explique Serge sur ton site, il dit n'avoir besoin de faire que ça en fait pour des miroirs plans qui dépassent pas les 100-120 millimètres. Alors dans mon cas, c'était pas tout à fait suffisant. Alors peut-être parce que j'ai des miroirs plus gros ou peut-être parce que j'ai eu pas de chance, je sais pas. Heu, donc il y a quand même d'autres retouches à faire pour corriger les défauts résiduels. Quand on a globalement une courbure qui est nulle, il reste quand même des petits défauts à corriger. Et donc là, en fait, toutes les techniques sont bonnes. Alors on n'est plus trop dans le cas de suivre un bouquin comme le bouquin de Texero qui dit: «Voilà, s'il y a tel type de défaut, il faut ce type de retouche» et cetera. Là, je me suis retrouvé un peu laissé à moi-même. Finalement, bon, c'est pas plus mal, quoi. On n'essaie pas de suivre un guide, on essaie des choses et puis on voit ce qui marche pas. Si ça marche pas, on recommence pas. Si ça marche, on continue. Et puis on essaie un peu tout, c'est-à-dire presser le polissoir en intercalant un papier pour supprimer l'action de certaines zones, par exemple, avec une forme en étoile, une forme en anneau. On peut jouer sur la longueur des courses. On peut faire différentes choses pour, euh, pour corriger les défauts qu'on voit. Et puis, on se fait sa propre expérience finalement. Et ça finit par marcher, quoi. Ça prend du temps, il faut faire des essais, on finit par y arriver. Voilà, et donc ça, c'est le résultat final des tests sur 3 miroirs. Donc là, chaque couleur représente un miroir. Et donc ça, c'est après une centaine de retouches réparties sur les 3 miroirs. Donc ça veut dire, au début, je comptais une retouche, je retouchais les 3 miroirs à la fois, et puis sur la fin, c'est une retouche par miroir. Au niveau de la difficulté, j'estime c'est quand même un peu plus difficile qu'un miroir parabolique de même diamètre, parce qu'on ne peut pas jouer sur le rayon de courbure. Sur un parabolique, une fois qu'on l'a mesuré, on peut se dire, on va chercher une parabole de rayon de courbure un peu plus long ou un peu plus court. Donc ça donne un peu plus de liberté dans les retouches qu'on peut faire. Sur un miroir plan, on n'a pas ce choix-là, il faut maintenir la planéité coûte que coûte et retoucher les défauts locaux qu'on peut. Donc ça rajoute un petit peu de difficulté par rapport à une parabole. Mais bon, c'est faisable en y passant le temps qu'il faut. Faire 3 miroirs à la fois, c'est nécessaire parce qu'on n'a pas de référence, mais finalement, on se retrouve avec un surplus. Alors, quand on fait un minoscope, c'est bien, on peut en utiliser 2, et il en reste un troisième. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire? Je ne sais pas. Je suis preneur de vos idées si vous savez quoi faire de. Voilà, et puis j'ai terminé la présentation. Ah oui, oui, simplement, ce que je peux dire aussi, c'est que si vous avez envie d'observer avec ce télescope, n'hésitez pas à venir voir. Je serai présent au RAP là cette année, puis peut-être dans notre star party. Donc, si vous passez à côté, venez me voir et puis je vous ferai observer le ciel avec ça. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Euh, alors, Pollux suggère un plan d'autocollimation pour des lunettes avec ton troisième miroir. Effectivement, c'est toujours très bienvenu. D'ailleurs, je connais quelques personnes qui en cherchent. Euh, Moi, je me demandais, étant donné que tu as les fondons dans DFT Fringe des trois miroirs, est-ce que Oui. tu as poussé le vis jusqu'à essayer de les appairer à tes primaires pour trouver la combinaison qui marche le mieux? Ah, non, ça j'ai pas essayé, mais en fait, si le miroir renvoyait directement dans l'axe, comme sur un casse-vin par exemple, je pense que ça pourrait peut-être être possible. Là, ça me paraît difficile parce qu'on renvoie hors axe, donc bon, Bah, c'est vrai que en ce théorie, serait... je pense si effectivement, si on met ça sur un ordinateur, on le fait tourner pour trouver la combinaison, l'orientation de chaque qui minimise le défaut du frondon global.
On doit certainement en trouver un minimum. Mais, ouais, non, j'ai pas poussé le vice jusque-là. Et puis, là, comme les miroirs secondaires sont collés dans le télescope, je crois que je peux pas les décoller pour faire ça. Pollux, c'est une question, mais en fait, je vais l'inviter à parler directement. Ah oui, question, où as-tu trouvé la lentille plan convexe de 250 mm? Alors ça, oui, mais là j'ai eu de la chance, j'ai trouvé sur des petites annonces de Web Astro, je crois. Alors, j'avais pas encore décidé de faire les plans, j'ai vu cette lentille passer, je me suis dit, ah, peut-être que ça pourrait me servir à faire des plans un jour. Et puis, je l'ai acheté et voilà, j'ai eu comme ça. Alors, mais par contre, sur AstroSurf, j'avais mis un sujet euh, sur la taille du miroir plan, on peut encore le retrouver. Et Lille avait posté un lien pour une lentille comme ça. Alors, peut-être pas exactement les mêmes caractéristiques, mais une lentille assez grande et avec une focale assez adaptée. Il faudrait réouvrir le post AstroSurf et aller les rechercher. Et un Et tarif est-ce que assez par, abordable. C'était pas démesuré. est-ce que par hasard, tu as fait des essais avec une Fresnel avant de passer sur une lentille en verre? Ou t'as Euh, immédiatement trouvé ça et... non, j'ai trouvé ça directement. Je n'ai pas cherché plus. Mais c'est vrai que peut-être une Fresnel, ça peut peut-être marcher. Il me semble que Ed Jones fait des choses avec un type de Fresnel. C'est des miroirs. Il me semble avoir vu ça dans ses. que j'ai trouvé une Fresnel de 250 et 1000 de focale, mais ça m'a en même temps été déconseillé à d'autres endroits. J'ai pas encore essayé, mes plans sont pas assez avancés pour ça. Et par contre, j'ai vu que dans tes premières images, tu semblais avoir un trou central sur la plupart, euh, ou alors c'était une bosse peut-être. Et là, dans notre cas, on s'est retrouvé après une ou 2 heures de polissage avec un trou central sur chacun des miroirs. Donc j'imagine que, comme toi, on va passer à polir plus souvent en dessous qu'au-dessus. Si quelqu'un a une piste pour ça, je suis preneur. C'est possible, mais est-ce que tu as mesuré la profondeur du trou? Non, pas encore, mais c'était quand même assez conséquent. On a fait un physio rapide Ouais, chez Pollux le week-end dernier et en fait, j'ai peut-être une photo. Je vous dirai. Je vais pas parce prendre qu'en plus de fait, temps là. même si tu as 2 ou 3 franges, ça se rattrape bien au polissage. Moi au début, j'étais, je sais pas, peut-être 5 6 franges, 5 6 franges d'un plan, en fait, c'était assez loin. Mais finalement, ça revient assez vite. Ok, eh ben, on tentera ça bientôt. Merci beaucoup.